Une odeur de métal brûlé, presque chimique, qui vous pique le fond de la gorge. C'est la première chose que j'ai sentie en ouvrant les rapports ce matin-là. On parle souvent de la guerre en termes de lignes sur une carte ou de chiffres dans un budget, mais la réalité, c'est ce silence pesant dans une salle de contrôle quand on réalise que l'impensable vient d'arriver. On est le 17 février 2026. À plus de 1600 km du front, là où les officiels russes pensaient pouvoir dormir sur leurs deux oreilles, le ciel s'est littéralement déchiré. Goubaka, un nom que personne ne connaissait hier, un point perdu dans la région de Perm, au pied de l'Oural. C'est là que le complexe chimique Metafrax, un géant de béton et d'acier, a été frappé. Pas par un missile de croisière valant des millions, mais par des drones qui ont voyagé si loin qu'ils semblent avoir défié les lois de la physique. Imaginez la scène, les ouvriers prennent leur service, le froid de Sibérie mord encore la peau, et soudain, ce sifflement. Un sifflement que vous n'oublierez jamais si vous l'entendez une seule fois. Puis l'explosion. Pas une seule, mais quatre. 4 impacts chirurgicaux sur les réservoirs de méthanol et d'hexamine. Ce ne sont pas juste des produits chimiques de laboratoire, c'est le sang qui coule dans les veines des usines d'armement de Poutine. Sans ces précurseurs, pas d'explosifs. Pas d'obus pour pilonner les lignes ukrainiennes. En un instant, ce sanctuaire industriel que l'on croyait intouchable est devenu un brasier géant, visible à des kilomètres à la ronde. Les flammes montaient si haut qu'elles semblaient vouloir lécher les nuages noirs de l'Oural. Et au milieu de ce chaos, une question hante chaque bureau du Kremlin. Comment est-ce possible ? Comment des engins ont-ils pu traverser 1000 milles de territoire souverain, évitant les radars, les batteries de missiles S-400, pour venir frapper le cœur technologique du complexe militaire ? La réponse est peut-être plus simple et plus terrifiante que ce que l'on veut bien nous dire, et elle change absolument tout ce que nous pensions savoir sur cette guerre de longue haleine. Mais, au fond, la véritable question n'est-elle pas de savoir jusqu'où un homme est prêt à aller quand il réalise que ses remparts les plus solides ne sont plus que du papier ? Honnêtement, même moi, j'ai du mal à y croire. On parle de 1000 milles, c'est la distance entre Paris et Varsovie. Traverser tout cela sans être détecté, c'est un exploit qui frise la magie noire technologique. Je vois d'ici les visages décomposés des généraux russes dans leurs bunkers souterrains. Ils ont passé des décennies à construire une image d'invulnérabilité, une forteresse aérienne que rien ne pourrait percer. Et là, une usine de méthanol stratégique part en fumée sous leurs yeux. Le méthanol, vous voyez, c'est la base de tout. Sans lui, la machine de guerre s'enraye. On ne parle pas seulement de pertes financières, même si elles sont colossales. On parle d'une paralysie lente, d'un poison qui s'insinue dans la logistique. Les vidéos qui circulent sur les canaux télégrammes russes sont glaçantes. On entend les cris des gens, le bruit des sirènes qui hurlent dans le vide, et ce feu. Ce bleu étrange des flammes chimiques qui dévorent les structures métalliques. L'Ukraine ne se contente plus de se défendre dans les tranchées du Donbass. Elle a décidé d'aller chercher la source du mal, là où il est fabriqué, là où il se cache. C'est une stratégie de mort par 1000 coupures. On ne cherche pas la bataille décisive, on cherche l'asphyxie. Et ça marche. Les tarifs d'assurance pour les navires dans la mer Noire explosent. Les terminaux pétroliers, comme celui de Tamaneftegas, sont frappés les uns après les autres. C'est tout un système qui s'effondre, pièce par pièce. On sent la tension monter, non pas comme une explosion soudaine, mais comme une corde qu'on tend jusqu'à ce que les fibres commencent à craquer. Et pourtant, au milieu de ces décombres fumants, il y a cette rumeur persistante, une technique secrète, quelque chose de si archaïque et de si moderne à la fois que personne ne l'avait vu venir. On murmure le mot « ballon ». Des ballons ? Dans une guerre du XXIe siècle ? Ça semble absurde, presque ridicule. Mais est-ce que le ridicule n'est pas l'arme ultime pour humilier un adversaire qui se croit trop puissant pour être touché ? Je sais ce que vous pensez. On vit dans un monde de satellites, de lasers et d'intelligence artificielle. Alors pourquoi diable utiliserait-on des ballons ? Mais réfléchissez-y un instant. Un ballon, c'est lent, c'est silencieux, et surtout, c'est presque invisible pour un radar conçu pour détecter des avions de chasse supersoniques. C'est là que réside le génie tactique. L'Ukraine utilise ces ballons pour porter des drones, pour servir de relais, ou simplement pour saturer les défenses. C'est un mélange de haute technologie et d'ingéniosité de survie. Ils utilisent l'IA pour prédire les courants de vent, pour que ces ballons dérivent exactement là où ils le veulent. C'est une leçon d'adaptation pure. Pendant que la Russie s'épuise à produire des missiles coûteux, l'Ukraine trouve des moyens de transformer l'air lui-même en une menace. On est dans une phase où l'innovation ne vient plus des gros budgets, mais de la nécessité absolue. On voit des panneaux solaires sur ces ballons, des capteurs sophistiqués. C'est une nouvelle forme de supériorité aérienne, une qui ne dit pas son nom. Et pendant ce temps, à Goubaka, le complexe Metafrax continue de brûler. Les ouvriers sont envoyés dans les abris,
La production est à l'arrêt, et les conséquences se font sentir jusqu'à Moscou. On réalise que la géographie ne protège plus. On réalise que l'argent ne protège plus. Il n'y a plus de zone de sécurité. C'est une guerre psychologique autant que matérielle. Chaque impact à 1000 milles de distance est un message envoyé personnellement à Poutine. Nous savons où vous êtes, et nous pouvons vous atteindre. Mais alors, si même le cœur industriel de la Russie est vulnérable, que reste-t-il vraiment de l'autorité de ceux qui prétendent tout contrôler ? On en vient à se demander si le pouvoir n'est pas, au fond, la plus grande des illusions. Vous voyez, dans la sphère politique, on nous vend souvent l'idée d'une structure solide, immuable. Mais la vérité, c'est que le pouvoir ne tient que par la perception qu'on en a. Dès que cette perception est brisée, dès que la faille apparaît, tout le château de cartes commence à osciller. C'est une leçon de vie profonde. La véritable force ne réside pas dans la capacité à construire des murs toujours plus hauts, mais dans la flexibilité et l'intelligence de celui qui n'a rien à perdre. En politique, la manipulation consiste souvent à faire croire que l'on est invincible pour éviter d'avoir à prouver qu'on l'est. Mais quand la réalité frappe à la porte, ou plutôt tombe du ciel, le masque tombe. La responsabilité civique, c'est aussi de voir au-delà de ces masques, de comprendre que derrière les discours de grandeur, il y a souvent une fragilité extrême que l'on tente désespérément de cacher. La stratégie, la vraie, ce n'est pas la force brute, c'est de savoir où frapper pour que tout le système ressente la douleur. Est-ce que ce n'est pas là le reflet de nos propres vies, où nous passons tant de temps à protéger des apparences, alors que ce qui compte vraiment est souvent ce que nous négligeons le plus ? Mais revenons à ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment sombre. Le terminal pétrolier de Tamaneftegas, dans la région de Krasnodar. Un autre coup de maître. Ce n'est pas juste un port, c'est une artère vitale pour l'économie russe, l'un des plus grands ports de la mer Noire. Les drones ukrainiens l'ont frappé 2 fois en moins d'1 mois. Des millions de dollars de pertes, des pipelines en feu, et surtout une diminution drastique du trafic des pétroliers. Pourquoi est-ce que crucial ? Parce que c'est l'argent du pétrole qui finance les bombes. C'est un cercle vicieux. Moins d'argent signifie moins d'équipement signifie des soldats moins bien protégés. Et la boucle est bouclée. On a vu des chiffres effrayants. Plus de 30 000 soldats russes perdus en un seul mois. C'est un massacre silencieux, alimenté par la destruction systématique des ressources. Et le plus fou, c'est la réaction du ministère de la Défense russe. Ils affirment avoir abattu tous les drones. Tous. Alors pourquoi ces photos de colonnes de fumée noire qui obscurcissent le ciel ? Pourquoi ces témoignages d'habitants terrifiés qui ont vu les impacts de leurs propres yeux ? C'est une dissonance cognitive poussée à l'extrême. On ment pour protéger le récit, mais le récit ne peut pas éteindre un incendie chimique de cette ampleur. On assiste à une érosion de la confiance, non seulement au niveau international, mais aussi au sein même de la population russe. Les gens ne sont pas stupides. Ils voient les prix augmenter, ils voient l'insécurité grandir, et ils voient que la guerre lointaine est en train de s'inviter dans leur jardin. C'est une pression constante, une étau qui se resserre, et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une dimension encore plus profonde, presque philosophique, sur la nature humaine et la manière dont nous gérons le chaos. Est-ce que l'homme est condamné à ne comprendre l'erreur de ses choix qu'au moment où tout ce qu'il a construit commence à s'effondrer ? Franchement, j'ai parfois l'impression que nous regardons un film dont nous connaissons déjà la fin, mais où chaque scène parvient encore à nous surprendre par sa cruauté. L'unité alpha du SBU, le service de sécurité ukrainien, est devenue une sorte de légende urbaine qui prend vie. En 2025, ils ont détruit pour 4 milliards de dollars de systèmes de défense aérienne russes. C'est colossal. C'est comme s'ils déshabillaient la Russie, enlevant couche après couche de protection, jusqu'à ce qu'elle soit nue face aux drones. Chaque radar détruit est une porte ouverte. Chaque batterie de missiles éliminée est une invitation au prochain raid. C'est une guerre d'usure technologique. Et que fait Poutine ? Il déplace ses usines plus loin ? Il essaie de cacher ses trésors au fin fond de la Sibérie, mais comme on l'a vu avec Goubaka, la distance n'est plus un bouclier. C'est un cauchemar logistique pour lui. Plus l'usine est loin, plus il faut de temps pour acheminer le matériel vers le front. C'est une équation perdante sur tous les plans. On sent cette frustration dans les discours officiels, cette agressivité qui masque mal une panique naissante. Et pendant ce temps, à Genève, on parle de négociations. La Russie essaie de se positionner comme étant en position de force, prétendant que l'Ukraine est à bout de souffle. Mais comment pouvez-vous prétendre cela quand vos propres terminaux pétroliers brûlent et que vos usines stratégiques sont frappées à pile 700 km de la frontière ? C'est une lutte pour le récit. L'Ukraine utilise ces frappes comme un levier massif. C'est leur manière de dire « Nous ne reculerons pas. Tant que vous ne partirez pas, il n'y aura de repos nulle part pour vous. » C'est une détermination qui dépasse l'entendement. On est au-delà de la simple stratégie militaire.
On est dans la volonté pure d'exister. Mais au final, qu'est-ce qui reste quand les flammes s'éteignent et que la fumée se dissipe sur les décombres fumants de ce qui était autrefois une puissance industrielle? On touche ici à quelque chose de viscéral. La corruption, ce n'est pas seulement voler de l'argent, c'est corrompre la vérité elle-même pour maintenir un simulacre de contrôle. Dans le monde politique, on voit souvent des leaders s'enfermer dans leurs propres mensonges jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de doubler la mise dans l'absurdité. C'est une leçon sur la confiance. Une fois brisée, elle ne se répare jamais vraiment. Elle se transforme en une méfiance qui ronge les fondations de toute société. La manipulation, quand elle est utilisée comme outil de gouvernement, finit toujours par se retourner contre son créateur. C'est une règle immuable de l'histoire. Nous avons tous une responsabilité civique, celle de questionner les récits de tout fait, de chercher la vérité derrière les écrans de fumée. Parce que si nous ne le faisons pas, nous devenons complices de notre propre aveuglement. La stratégie sans éthique est un chemin direct vers le chaos. Et dans nos propres vies, ne nous arrive-t-il pas parfois de manipuler notre entourage pour protéger notre ego, pour éviter d'affronter nos propres échecs, sans réaliser que nous sommes en train de détruire ce que nous avons de plus précieux? L'atmosphère est devenue électrique. Chaque jour apporte son lot de nouvelles vidéos, de rumeurs, d'analyses de satellites. Le complexe Métafrax n'est qu'un symbole, mais un symbole puissant. C'est le signal que la guerre a changé de dimension. On ne parle plus de conquête territoriale, mais de survie systémique. Les analystes disent que la Russie pourrait mettre 1 siècle à se remettre de ce qu'Ukraine lui a infligé. 1 siècle. C'est le prix d'une invasion ratée, le prix de l'arrogance. On voit des images de la ville de Goubaka, plongée dans l'obscurité, les habitants regardant avec une sorte de fascination morbide les reflets orange sur les réservoirs chimiques. Il y a un silence de mort, interrompu seulement par le crépitement des flammes. C'est une vision apocalyptique qui se répète aux 4 coins de la Russie. L'Ukraine, elle, continue d'innover. Il parle d'intelligence artificielle pour prédire la météo et optimiser les trajectoires des ballons. C'est fascinant et terrifiant à la fois. On utilise des outils de création pour la destruction. C'est le paradoxe de notre espèce. On est capable de prouesses intellectuelles incroyables, mais nous les mettons au service de la souffrance. Et pourtant, on ne peut s'empêcher d'admirer l'ingéniosité de celui qui, dos au mur, refuse de se soumettre. C'est une leçon de courage brute, mais à quel prix ? Combien de vies, combien de ressources, combien de haine faudra-t-il encore avant que quelqu'un ne dise assez ? La Russie est en train de perdre son sang, goutte à goutte, et chaque drone qui touche sa cible est une blessure de plus dans un corps déjà épuisé. On sent que la fin de l'acte approche, mais personne ne sait si le rideau tombera sur une paix fragile ou sur une destruction totale. Et vous, au fond de votre cœur, que ressentez-vous en voyant ces géants s'effondrer sous le poids de leur propre folie ? On dit souvent que la vérité est la première victime de la guerre, mais la réalité, c'est que la vérité finit toujours par refaire surface, souvent de la manière la plus violente qui soit. On ne peut pas éternellement masquer la réalité par des discours. En politique, comme dans la vie, la manipulation a une date d'expiration, le moment où les faits deviennent impossibles à ignorer. C'est là que le véritable caractère d'un leader ou d'un homme se révèle. Est-ce qu'on assume ses responsabilités ou est-ce qu'on s'enfonce encore plus dans le déni ? La confiance est le ciment de toute civilisation et quand elle s'évapore, il ne reste que la force brute et la peur. C'est un équilibre précaire que nous devons tous cultiver. La stratégie, si elle n'est pas guidée par une vision à long terme et un respect de la vie humaine, n'est que de la destruction organisée. Nous devrions tous nous demander quelle est notre propre part de responsabilité dans le monde que nous construisons. Est-ce que nous agissons par conviction ou par simple inertie face à la puissance apparente? Ne laissons pas les autres décider de ce qui est vrai ou faux pour nous. C'est cela, la véritable liberté. La confrontation finale ne se jouera peut-être pas sur un champ de bataille traditionnel, mais dans l'effondrement intérieur d'un système qui a trop présumé de ses forces. Goubaka n'est que le début. Les frappes sur le terminal de Tamaneftegas, les raffineries de la République de Komi, tout cela dessine une carte de la vulnérabilité russe. Poutine est piégé. S'il arrête la guerre, il paraît faible. S'il continue, il voit son pays se vider de sa substance, ses usines brûler les unes après les autres. C'est une impasse tragique. Les conséquences émotionnelles sont immenses. On voit le désespoir dans les yeux des mères russes dont les fils ne reviendront jamais, et la colère froide des Ukrainiens qui voient leur pays dévasté. C'est un gouffre qui se creuse entre 2 peuples, une blessure qui mettra des générations à cicatriser. La révélation, c'est que la force militaire ne peut rien contre une volonté de fer alliée à une technologie agile. L'Ukraine a prouvé que l'on peut battre un géant si l'on sait où sont ses articulations. Le méthanol de Métafrax, le pétrole de la mer Noire. Ce sont les articulations de la Russie, et elles sont en train de se briser.
Le fallout politique sera massif. On commence déjà à entendre des voix discordantes au sein de l'élite russe. Les oligarques voient leur fortune s'évaporer dans la fumée des raffineries. Les militaires cherchent des boucs émissaires pour leurs échecs. C'est le début de la fin pour un certain type de pouvoir, un pouvoir basé sur l'intimidation et le mensonge, mais ce qui viendra après est encore flou. Une nouvelle ère d'instabilité, ou une prise de conscience collective? Au bout du compte, ce que ces événements nous révèlent sur la nature humaine est à la fois sombre et porteur d'espoir. Ils nous montrent que nous sommes capables du pire par orgueil, mais aussi du meilleur par résilience. On voit comment des systèmes entiers peuvent être mis à genoux par l'intelligence et la persévérance. C'est une leçon que nous pouvons tous appliquer à nos vies. Aucun obstacle n'est trop grand si nous avons la créativité de chercher une autre voie, comme ces ballons dérivant silencieusement dans le ciel de Sibérie. Mais c'est aussi un rappel brutal que nos actions ont des conséquences réelles, que la violence appelle la violence, et que le mensonge finit toujours par nous rattraper. Les schémas sociétaux se répètent. L'arrogance précède la chute. C'est une vérité universelle. En observant ces incendies lointains, nous devrions réfléchir à nos propres usines stratégiques, à ce que nous considérons comme invulnérable dans nos vies, et nous demander si nous sommes prêts à faire face à la réalité quand elle frappera. La politique n'est qu'un miroir de nos propres luttes intérieures, de notre soif de pouvoir et de notre besoin de vérité. Puissions-nous apprendre de ces cendres pour ne pas avoir à les revivre nous-mêmes. C'est peut-être là le seul véritable sens à trouver dans tout ce chaos. Comprendre que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de la justice et de la vérité dans nos cœurs et dans nos sociétés. Seriez-vous prêt à examiner avec moi les prochaines cibles potentielles de cette stratégie de mort par 1000 coupures et ce qu'elle révèle sur les failles logistiques restantes de la machine de guerre ?